Bonjour, ici Romain Lalire. Vous écoutez le podcast du Studio de l'Imaginaire. Alors je suis magicien, vidéaste, photographe. Je mélange plein de formes d'art pour créer une réflexion autour de la magie, de l'émotion magique. Et je suis toujours curieux de comprendre comment les autres font pour transformer une idée en réalité. Et c'est exactement le sujet de ce podcast. Je vais aller à la rencontre d'artistes et d'entrepreneurs pour comprendre leur mécanisme de création, comment ils gèrent leurs doutes, parler de leur parcours, comment ils en sont arrivés à faire ce métier. J'espère que ça vous plaira, que ça vous inspirera, que ça vous poussera à créer à votre tour, à chasser vos doutes, à prendre vos carnets, à gribouiller des choses, à coucher sur papier votre nouveau chef-d'œuvre ou cette nouvelle musique qui va nous emporter et nous faire oublier pendant quelques secondes qu'on est sur cette terre. c'est vraiment le but. Bienvenue dans le studio de l'imaginaire. On ouvre les portes. C'est parti. Alors on est dans les rues de Paris, vers Châtelet. Et je me dirige tranquillement vers mes premiers invités. C'est là. On rentre dans une cour avec quelques fenêtres d'allumées. Bonjour. Bonjour. Ça enregistre déjà parce que on sait pas ce qu'on mettra dedans. Bah oui. On a vraiment l'impression d'être à France Culture. Oui. Et ben on n'est pas à France Culture, mais on est dans le studio d'imaginaire. Alors c'est à peu près pareil. En tout cas, on vise à devenir aussi connu, quand même. Évidemment. Alors, je suis donc avec les arpenteurs de l'invisible qui ont les déconnes faciles ce soir. Non, pas du tout. Mais, Faut pas dire ça parce que ça met la pression après. Non, mais en fait, on est. Alors, je vous explique le concept. Ouais, Donc, c'est le podcast du studio de l'imaginaire. On va parler de créativité, d'émotion, vraiment des choses qui vous parlent. Ouais. Et puis, j'ai envie de comprendre un peu comment vous créez, comment vous gérez les doutes, comment vous gérez tout ça. En fait, je réponds à des questions que moi je me pose et puis j'espère que ça inspirera d'autres personnes. Mais c'est une discussion, hein. On n'est pas dans une interview, tout ça. Ouais. Voilà. Mais c'est marrant parce que quand tu fais de la créativité, tu le fais, puis quand on demande d'en parler, c'est toujours un peu bizarre. C'est pas simple. Mais alors déjà, avant de parler de tout ça, ouais. alors déjà, si tu peux te rapprocher un peu du micro. Voilà, bonsoir. Ah voilà, on t'entend Bonsoir. vachement Voilà. mieux. Ouais. Voilà. Oui, bah alors. Ah oui. Allez. Et parce qu'en plus, il fait de la radio quand même parfois, donc c'est quand même. Ouais. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un petit peu alors, vous présenter rapidement, puis après on fera une présentation moins rapide, mais chacun son tour. Comment vous vous appelez Alors moi, je m'appelle Jérémy Sontag. Ouais, Je suis comédien et metteur en scène. très bien. Ça, c'est une Ouais. présentation rapide. Très rapide. Voilà, moi je m'appelle Florian Goetz, je suis comédien et metteur en scène. Ouais, Et je travaille en tandem avec Jérémy d'accord. Sontag. Très On bien. est sur notre vélo. Ouais, Et on arpente l'invisible. Donc c'est beau, pour là. ça qu'on s'appelle les arpenteurs de l'invisible. Très bien. Et une Voilà. présentation un peu plus longue. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Ça fait... Depuis 2007. Ouais. Donc ça fait 13 ans. D'accord. 13. 13 ans. Et Ouais. vous avez commencé tout de suite à monter une compagnie. Comment ça s'est articulé? Chacun, on avait notre carrière de comédien. On a travaillé avec différentes compagnies. Et puis, on a décidé sur un spectacle, on s'est rencontrés artistiquement et on a décidé de créer notre compagnie, de travailler ensemble. C'est l'envie de travailler ensemble ou c'est un projet qui vous a dit bon bah là en fait on a envie de monter ce projet là ensemble et on y va, ou c'est vraiment on a envie de travailler ensemble et puis on verra ce qui se passe? Au début, c'était une envie de travailler ensemble. On a travaillé ensemble sur une création. Et puis, comme on s'est bien entendu, on a décidé, allez, on continue, on fait d'autres spectacles ensemble. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, ça serait peut-être bien de monter notre compagnie. Comme ça, on aurait carrément les rênes et on saurait exactement quoi faire, pourquoi. Et on pourrait décider d'aller à un endroit précis ensemble. C'était quoi votre premier spectacle du coup? C'était une adaptation d'un des premiers romans de Rainer Maria Rilke et une sorte de montage poétique qui s'appelait « Je n'ai pas de toit qui m'abrite et il pleut dans mes yeux ». Voilà, qui mêlait vidéo et poésie. Mhm. Et c'était Jérémy qui était au plateau, qui
C'était un premier boulot sensitif qui vraiment, le but c'était de sortir de la poésie des bibliothèques, enlever de la poussière et puis rendre ça palpable. Et on a fait un premier spectacle où on a vraiment essayé de rendre la langue de Rilke sensible et de passer par tout ce qui était images, son, sensations, texture. Et ça a donné un très beau solo qui a eu qui est toujours d'ailleurs qui est toujours, qui est toujours Vous vivant. l'avez joué à Avignon, c'est ça, hein? Ouais, on l'a Ouais. joué à Puis Avignon. beaucoup. On l'a pas créé mal à la de temps. Loge à Paris. On a créé à la Loge à Paris. On a fait en tout, depuis, là, on a fait 70 dates à peu près. Voilà, puisqu'on a aussi joué à Avignon en 2016. 2016, ouais. C'est vraiment un spectacle où on a pu transposer nos deux sensibilités et trouver la façon parce qu'on est très différents dans la façon d'aborder le boulot. Et on a réussi je sais pas, à composer nos sensibililistes. Ça devait pas être évident, c'est des compromis, il Ah y en a un non. qui amène quelque chose de plus visuel. Il n'y a pas de Non. compromis en fait. Non, 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 il y non, a- mais c'est vraiment. c'est le dialogue. Ouais. C'est vraiment dans la. Ouais, c'est dans le dialogue, c'est le fait d'être à deux et de rebondir sur ce que pense l'autre. On est rarement. On n'est peut-être pas d'accord, mais on va pas essayer à chaque fois chacun je sais pas, de garder son idée pour soi et de batailler contre l'autre. Non, c'est une vraie discussion en fait. On le pense comme une discussion, on va parler, tout d'un coup, l'un va rebondir dessus, ça va nous amener à un autre endroit, et donc ensemble, on va construire comme ça, même sans s'en rendre compte. Et du point de départ jusqu'au point d'arrivée, effectivement, il y aurait toute cette démarche, et on sera arrivé à quelque part ensemble. Et c'est parti c'est parti d'un texte qui vous a. Comment vous avez réussi à transposer un texte qui vous a parlé en visuel, en mise en scène Est-ce que c'est parti d'un texte et après vous en avez pris plein comment vous avez. Pour Rilke, c'est parti, moi, d'une sensation. Ça part souvent, pour moi, d'une sensation. Et c'est parti d'une sensation que j'avais, parce qu'on cherchait un auteur pour ce solo poétique. Et j'avais une sensation de texte que j'avais lu il y a longtemps, quand j'étais ado, de Rilke. Et en parlant de différents poètes qu'on pourrait adapter, tout d'un coup m'est revenue cette sensation-là. Je me dis, bah ouais, voilà, allez, c'est parti, allons voir. On a lu beaucoup, on a beaucoup lu. Oui, il y a un long travail chez vous de lecture, de relecture. De relecture là, c'est-à-dire pour Rilke, je pense que j'ai lu à peu près toute l'œuvre qui Alors, existe de Rilke. c'est Jérémy qui lit tout. D'accord. Et oui, je sélectionne en fonction de ma sensibilité. Tiens, ça fait écho. Je sais pas pourquoi, mais ça me parle, sans trop chercher pour l'instant à intellectualiser la chose, et de se dire, tiens, partons là-dessus, il y a un truc qui se passe. Ouais, au début, j'ai pas vraiment de voilà. Qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui te touche. Ouais. Ouais. Tu fais déjà une première sélection. Ouais, surtout pour ce texte-là qui était en plus, j'allais me retrouver au plateau, donc il fallait que ça me parle, que j'ai envie de transmettre cette langue-là, cette poésie-là. Donc voilà, je suis vraiment parti sur le truc, tiens, qu'est-ce qui me touche Et puis après, on construit. Après, du coup, c'est l'aller-retour ensemble, le dialogue, et de voir comment on est parti sur un texte qui était un texte qui s'appelle Les Cahiers de Malte, Laurits Brugge, et à partir de là, voilà, on a pris cette matière-là et on a commencé à faire un montage, des passages qui ne nous intéressaient pas, qu'on a remplacés par des poèmes. Et après, on a utilisé plein de poèmes issus d'à peu près toute l'œuvre de Rilke qu'on a disséminés à l'intérieur de ce montage de Cahiers de Malte. Et on s'est rendu compte en fait que Rilke, lui, avait créé un concept esthétique qui s'appelle le Weltinnenraum, qui est la chambre dans le monde et le monde dans la chambre. Weltinnenraum, Welt c'est le monde, Innen c'est dans et Raum c'est la chambre, le salon, la chambre, le lieu de vie, où en fait il exprimait sa sensibilité. Et qui est une sensibilité, Rilke, il a une sensibilité très proche de celle que peuvent avoir certaines personnes très sensibles, hypersensibles, spasmophiles, et qui
ont peu de membrane entre eux et le monde. Et donc, du coup, confondent monde extérieur et monde intérieur et peuvent se C'est perdre. perméable, du coup, c'est ça Ouais, c'est perméable, mais peuvent se perdre. Mm. Parce qu'en fait, Rilke, dans sa façon, c'est que tout d'un coup, c'est perméable, ok, mais à un moment, il y a, j'imagine, un bouquet de sensations et que chaque sensation s'autonomise et se disjoigne et se diffracte. Et donc, que chaque sensation soit une part de ta propre identité. Donc, je sais pas si tu imagines ce que ça amène. Donc, ça amène le vertige, ça amène une perte dans l'espace-temps. Et donc, on s'est rendu compte de ça et on s'est rendu compte que c'était dans ce concept-là, esthétique, qu'il y avait un croisement de nos deux sensibilités. Mm. Pour ma part, moi, j'ai une sensibilité qui est très influencée par un prisme qui est dû à une dyslexie temporelle. C'est-à-dire que, si tu veux, quand je vois le monde, c'est comme si je pliais le monde, la page du monde en deux, dans le sens de la largeur. Puis cette chose que j'ai pliée en deux dans le sens de la largeur, je la pliais en oblique. Et donc, quand je l'ouvrais, tu vois, ça fait une sorte de pliage. Et que donc tout se décompose, enfin tout est diffracté. Tout est explosé. Et donc, c'est comme ça C'est comme ça que tu vois le monde, toi. que le monde vient à moi. Mhm. Ou, enfin, tu vois, c'est très, 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 très diffracté. Et donc, cette diffraction est devenue pour moi au début, parce que je la connaissais pas, ça luttait contre moi, c'était un handicap. Et puis à un moment, j'ai compris, j'ai été accompagné par Béatrice Sauvageau, qui est une personne exceptionnelle, et qui m'a permis de comprendre, qui m'a donné les clés de tout ça. Et c'est devenu un principe créatif, un processus créatif. Et le spectacle de Je n'ai pas de toi qui m'abrite le peu dans mes yeux est l'histoire d'un jeune homme qui erre dans une ville, qui a une hypersensibilité, qui se perd dans la violence de la ville. C'est le Paris haussmannien du début du 19e siècle, qui est en travaux, tu vois, t'imagines. Et qui se perd, dérive, se perd lui-même, et puis à un moment qui se rend compte au fur et à mesure de sa sensibilité, de sa spécificité, qui en fait une spécificité, une singularité, et qui l'érige en principe poétique. Alors ça, c'est le background, c'est ce qui structure et sous-tend le solo. Et après, il faut matérialiser tout ça sur scène. Voilà. Et là, c'est là que le travail Ça, commence. c'est- Parce oui. que. Ah ouais. Après, c'était de voir justement comment faire ressentir au public Mm. cette, Ouais. Ce vertige. ce vertige, ouais. ce malaise, cette hypersensibilité, cette hyper-empathie. Et voir, tout le travail était à partir du texte et du montage, de dire voilà, on a cette matière-là, maintenant, comment on arrive à faire ressentir. Puisque on a un personnage qui est hypersensible, voilà, ce qui nous intéressait, nous, c'est de mettre le spectateur à la place du personnage. Donc comment faire ressentir ça. Donc tout le travail était effectivement de travail sur le son, travail sur la lumière, sur la musique, un travail vidéo pour mettre le spectateur à cet endroit-là. Mm. Et vous êtes parti de ces sensations. Justement, vous étiez avoir vidéaste, musicien. On veut créer ça comme sensation. On veut. Ouais, on part. C'est Ouais, ça, ouais. c'est- Ça, avec des inspirations déjà des. C'était assez empirique. Ouais. Oui. On a fait la rencontre d'Élise Passavant, qui est une vidéaste, qui est notamment la vidéaste de Lydia Lunch, Mhm. une chanteuse de rock, poétesse complètement avant-gardiste, et qui est toujours en action, quoi, en performance. Et elle et moi, on partage la dyslexie. Donc on était sur un langage, sur comment est-ce que on peut rendre en image le poétique? Comment est-ce qu'on peut rendre en image justement cette diffraction, cette disjonction, cette personne qui se dilue dans le son, dans le temps? Et il y a eu Max aussi, Maxime Vincent, qui que je connais, que oui, tu parce connais. qu'on on en parlera après. Ouais, Mais il y a eu on s'est rencontrés sur un spectacle. Jamais, mais on va en parler juste après. Donc, Ouais. Et on lui a dit, bah voilà, il faut arriver à créer aussi ça par le son. Et puis il y a eu Thierry Alexandre qui a créé la lumière, qui a créé l'ambiance.
Et Il y a une Ça s'est partie, vraiment fait ensemble. Ouais, c'est ça. ouais. C'est-à-dire qu'on mettait tout ensemble et on dit voilà, qu'est-ce qu'à à ce moment-là de la pièce, de ce spectacle, qui va prendre en charge, par exemple, le rapport au temps ou à l'espace, ou le malaise, ou alors il y a le texte, mais il y a des fois, il y avait le texte plus une image, et le texte plus une image crée une sensation. Le texte plus une note de piano, une petite chose, fait que ça crée autre chose. Et ce qui nous intéressait aussi, c'est de laisser vraiment totalement le spectateur libre de pouvoir lui-même faire son propre voyage poétique. C'est-à-dire il a du son, de la musique, de la lumière, un comédien qui parle, la vidéo, et bah, il a le droit de rêver. Et c'était aussi de montrer que la poésie, c'est pas juste un livre poussiéreux dans lequel il y a des mots, mais c'est aussi c'est les sensations qui nous traversent quand on lit, quand on a affaire à la langue. Et que là, voilà, le spectateur peut prendre un mot et puis après planer sur une image, décrocher du comédien et regarder la scénographie ou écouter du son. Ouais, c'est une vraie expérience. C'est une en vraie fait. expérience Ouais. sensorielle Mm. où le spectateur fait vraiment ce qu'il veut, il est actif surtout. On n'est pas là pour imposer un imaginaire ou une façon de voir le spectacle. On donne au spectateur les outils pour qu'il puisse le voir. Chacun le prend, l'interprète comme il veut, comme de la poésie finalement. Exactement. Chacun le vit différemment. Et la scéno, c'est un espace mental qui offrait aussi une texture, c'est-à-dire que le Jérémy, sur le plateau, il est dans une sorte de sable, mais qui est une sorte de sable à gros granules. Donc et pour explorer aussi justement le concept esthétique de Weltinenraum, on a fait appel à Émilie Villemagne, que tu connais aussi, Oui. qui a hacké une Kinect. Kinect. Parce qu'on voulait. Et hacker. Voilà, puisqu'on est un peu. Enfin, pas moi, hein, mais il y a des geeks. Il y a des geeks. Il y a- ouais. il y en a. Il y a des geeks autour de la table. Il y a des C'est geeks ça. autour de la table. Moi, je suis je suis un autre geek. Je suis un 10 geek, si tu veux. Mais, Des geeks, c'est pas je mal. kiffe les geeks, mais je suis pas geek. Et du coup, on a hacké Enfin, Émilie a hacké une. C'est pas facile à dire, hacker une Kinect. Ouais, puis surtout, j'oublie le mot. Donc, elle a hacké une C'est une Kinect. Kinect. Elle a hacké une Kinect pour que, en fait, on arrive à faire que l'image qui soit projetée sur l'arrière-plan et l'image qui soit projetée dans le corps de Jérémy puisse interagir. Parce que la Kinect, ça permet de projeter une image sur un corps en mouvement. De suivre le corps. Et à la base, c'est vraiment utilisé dans les jeux vidéo. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup détourné dans les installations. Et Ouais, dans oui, le théâtre. performance, Ouais, ouais. performance. Voilà. Alors, c'était assez rudimentaire à l'époque, si on peut parler comme ça. À l'époque, 2016, c'était il y a 2013, c'était il y a 7 ans. Ouais. Donc maintenant, c'était assez précis. Il y a des logiciels. Donc Émilie, elle était assez en avance à l'époque, tu vois. Donc on a pu faire ça, mais c'est quelque chose qu'on réexplorera dans les spectacles précédents parce qu'on a il y a des nouvelles techniques. Je sais pas si c'est... je ne saurais pas en parler parce que il faut que je laisse parler. C'est les gens qui savent en parler. Mais les caméras infrarouges, tout ça. Voilà, il y a Voilà, tout tout ce ça. truc. Alors, on va parler après du spectacle, de Jamais Jamais, c'est là où on s'est rencontrés, mais j'ai une petite question aussi. Est-ce que ça vous arrive on parle beaucoup de la page blanche quand on est écrivain, tout ça, mais est-ce que vous avez la scène blanche comment vous faites quand vous savez pas du tout est-ce que vous avez trouvé au fur et à mesure des mécanismes, des techniques, des trucs tiens, là je sais pas quoi faire Si, il y a un truc qui marche. Il y a des scènes blanches, hein, bien sûr. Ouais. C'est pas des scènes blanches, il y a des Non. moments. Ouais. Je me souviens d'un moment dans la création de Rilke, on bossait dans le froid et tout ça, et il fallait prendre une décision, et il y a eu un long moment de séchage, quoi. Tu sais pas, quoi. Et puis t'es fatigué, et puis il fait froid, et puis il faut le faire, et puis on était dans un truc vraiment pas chauffé, quoi. Il neigeait et tout, c'était la merde. Et tu dis, bah, qu'est-ce que je peux faire? Tu ne sais pas quoi faire. La seule chose à faire, c'est de se détendre. Mais se détendre, c'est aller prendre un bain, aller aux toilettes, marcher, rire, pour qu'à un moment, ça se débloque. Enfin, et ça vient de soi, enfin, ça vient. Il n'y a pas de
il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de recette, quoi. À un moment, il faut prendre de la distance et se détendre. Et ça revient. C'est... Ou après ça dépend de chacun, mais ou alors continuer. Continuer encore ouais, et encore. jusqu'à temps que ça arrive, quoi. Parce que justement, la détente peut se faire des fois d'un trop plein de travail. C'est à force des fois de faire une même scène où on sèche complètement sur la scène. Je me souviens, on avait eu ça un moment sur Reel, qu'on savait pas quoi faire à ce moment-là. Puis bon, on a repris. À force de prendre tout d'un coup, il y a Max qui va lancer un son, ou Émilie une image, Voilà. ou tout d'un coup le comédien qui va décider de faire n'importe quoi parce qu'il en peut plus, il en a marre, et tout d'un coup va complètement délirer. Ça va amener autre chose. On va penser, ah bah tiens, on va faire ça, tiens, et on s'en empare. C'est des moments effectivement de détente, quel qu'il soit c'est parce qu'on a poussé le travail jusqu'au bout, soit effectivement on se décide de couper court et d'aller faire autre chose. Puis après, tu as la procrastination. Hein. Ouais. Il y a des moments, c'est blanc parce que tu veux pas, en fait. Tu n'oses pas le dire, quoi. Mais et à un moment, il y a tes dos au mur et on te dit, attends, là, si c'est pas en place, ça tient pas à la première et les représentations derrière. Et là, comme par miracle, tes dos au mur, blam, tu trouves, quoi. Et puis tu trouves en ingé et c'est le bon. Après, vous avez une force d'être à deux et vous pouvez rebondir comme ça. S'il y en a un qui n'a pas forcément l'idée ou la patate, parce que c'est monter un spectacle, c'est une sacrée aventure. Hein. Là, vous êtes en création, vous êtes justement en écriture. Là, en pleine adaptation. Là. Ouais. Mais là, du coup, on a un peu la scène blanche, mais on peut avoir la page blanche. Tout d'un coup, de pas savoir qu'est-ce qu'on fait de telle ou telle partie, on sait pas. On sait pas parce que aussi on travaille, on est comédien quand même à la base et on part vraiment du plateau aussi. Donc c'est vrai qu'on a un rapport à la langue où on aime beaucoup adapter et créer, écrire des spectacles. Et puis après, ça passe par le plateau. Et le texte change continuellement. On n'a pas d'idée préconçue à la base en disant tiens, c'est tel texte, ça sera construit comme ça, on va faire ça. C'est vivant, quoi. C'est très vivant et on met vraiment le texte. On remet le texte tout le temps sur le plateau avec les comédiens qui réessayent. Et nous, ça nous permet de faire des allers-retours, de voir ce qui marche pas par rapport à la langue, par rapport à la construction du spectacle. Là, on sait où on va. À peu près, on a une idée, on sait comment ça va être construit, on a les principes de mise en scène, tout, mais rien n'est totalement arrêté, défini. Ce qui nous permet d'être souple et ensemble aussi, les comédiens, la technique, et nous, de construire ensemble le spectacle. Ouais, parce qu'on sait que c'est un procédé, un processus collectif. Évidemment, c'est nous qui l'orientons. Oui. On l'oriente vers un point. C'est-à-dire, on sait qu'on va faire quelque chose, on sait où on va, mais dire ce qu'on va faire, au final, comme la métier des créateurs, c'est de faire quelque chose qui ne répond pas à un besoin. C'est d'inventer. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, quand tu es en équipe, il faut que les gens sentent que tu vas. Oui, pour les rassurer, sinon ça peut... Sinon tu démotives. Ouais. Mais en sachant que tu suspends le temps, que tu évites les recettes, que tu laisses la part d'inconnu, parce que sinon la recette c'est quelque chose qui est moins créé, inventé. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les autres. C'est-à-dire ce que va amener la vidéo. C'est ça. Et pas ce que va amener la vidéo, ce que va amener la personne qui va être là et qui va créer la vidéo, qui va avoir son point de vue sur ce texte, qui va amener quelque chose. Et de construire avec les différents imaginaires. Voilà. Avec la sensation qu'on a du spectacle. On a des images, on a des sensations, on sait qu'on veut aller là, on sait que ça va être construit comme ça. Après, dans le gras même de la chose, il faut y aller, et puis chacun crée, amène ses propositions, ses imaginaires, et on construit avec les imaginaires de chacun. Avec, bien sûr, celui qui est à l'extérieur, parce que quand on a pour usage quand il y en a un de nous deux qui est au plateau, l'autre est à l'extérieur, parce qu'on se dit que c'est très difficile quand tu es à l'intérieur, quand tu es sur le plateau, d'avoir la conscience de tous les éléments qui forment le spectacle.
et de pouvoir créer le rythme. Ouais, bah oui. Ouais. Voilà. Mais il y a des gens qui arrivent à qui y arrivent. Hein. C'est pas nous. Et du coup, il y a ce procédé collectif là, mais à un moment, on sait qu'à un moment, la décision, elle va du rythme, du tempo et des choix esthétiques finaux. Ça va ça sera elle sera dévolue réservée à celui qui Qui est à est l'extérieur. à l'extérieur. Ouais. Bah après, vous en parlez ensemble. Il y a toujours Ouais, des mais à un échanges, moment, oui, il y a, ouais. t'as un aveu, à un moment, Ouais. t'es au plateau. Ouais. Tu sens plus rien, tu vois plus rien Mm. par rapport à la. Puis on est mise des en scène. comédiens, hein, t'es au plateau, tu joues quoi. Sinon tu joues mal. Enfin, tu joues quoi. Le théâtre, c'est la pulsation de l'acteur. Enfin, on est des acteurs pour ça. C'est Mm. pour ça qu'on. Je confirme que quand il est sur le plateau, il joue. Hein. Donc oui, parce qu'on s'est rencontrés sur un projet qui s'appelle Jamais Jamais. C'est une réadaptation de Peter Pan. Et donc Florian joue Peter Pan. Enfin, en tout cas, il devient Peter Pan petit à petit. Et parfois, bah, il est vraiment Peter Pan, mais il est totalement là, quoi. Ouais. Ouais, il y a notamment une scène de bataille d'oreillers de Polochon, et heureusement que c'est juste des oreillers, parce Oui, que voilà. sinon, voilà, Ça peut être un peu violent. Sinon. ça peut être très violent. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'à la base, donc on s'est rencontrés sur ce projet. Je devais juste créer les effets magiques de la pièce, et puis finalement, finalement ils m'ont dit, mais si vous voulez, est-ce que tu veux venir avec nous au pays du jamais jamais, Never Never Land? Et je me dis, bah oui, s'il reste une place, je m'envole avec vous. Et c'était une super expérience. Ça fait combien de temps que Ça fait 4 ans, c'est la 4e année. On a créé en mars 2016 et on a fait à peu près 130 représentations. Ouais, c'était Yes. C'est pas mal. Il en reste encore quelques-unes. Ouais, le reste, une dizaine. D'ailleurs, vous écouterez le podcast en 2019, donc il reste encore des dates. Hein, vous pouvez venir. Non, ça a été une super aventure. Et justement, moi, j'avais envie de vous poser la question. Je crois que ça va être une question que je vais poser régulièrement. Parce qu'en fait, à la base, je suis magicien quand même. Et j'ai ma propre définition de la magie. Mais je voulais savoir, pour vous, qu'est-ce que c'est que la magie? Est-ce que vous avez une définition de la magie? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis toujours curieux de savoir. Parce qu'on a tous la magie, comme le clown, comme la marionnette. On a des images qui nous collent comme ça. Et qu'on essaye de, petit à petit, comme la poésie, comme il y a un imaginaire comme ça qui nous colle à la peau. Et je voulais connaître le vôtre d'imaginaire sur la magie. Ah, je faisais c'est une petite colle parce que là, Non, ça rejoint. Ça rejoint le pourquoi on a décidé de mettre de la magie c'est ce dans que Jamais j'allais Jamais. dire. Ouais. Ouais. C'est de rendre possible les choses impossibles. Mhm. Ouais, Voilà. c'est une bonne définition. Écoutez, je vais rajouter ça à mon dictionnaire. Voilà. Hein, c'est ça, donc possible, impossible. Donc ça, c'est Jérémy Sontag. Et alors, Florian Goetz, Ouais, réfléchit. c'est difficile à dire. Ah oui, non, mais j'ai C'est pas dit que très- c'était une c'est question très facile. Hein. difficile à dire. C'est l'illusion pure. C'était l'idée de dépasser un peu le réel, c'est l'idée de. Ouais, mais tu vois, l'acteur il dépasse le réel en se transformant oui. en personnage. Mm. Mais il reste là. Mm. Non, un magicien, c'est. Il déjoue le réel. Mm. Il s'approprie le réel. Enfin, il est. Enfin. Alors moi, dans la magie, j'aime pas savoir les trucs, moi. Je suis pas un gars qui va regarder un tour de magie et qui va chercher le fil. Ah, parce qu'il y a un fil. Voilà, il y a des gens qui Non, disent qu'il il y a pas de il y a fil. pas de fil. On vous l'a dit, il n'y a pas de fil. Mais moi, c'est la magie, c'est ce qui me permet encore plus de déconnecter avec le réel. Encore plus de croire que tout est possible. Ça rejoint, Ouais, c'est un peu ça. ça Hein. rejoint ça. Ouais. Non, c'est une bonne. Ça me va, ça me convient, quoi. Et je voulais demander aussi, quelles sont vos sources d'inspiration? Je sais que. Qu'est-ce qui vous inspire? Il y a des milliards de choses, mais Énormément de en choses. ce moment, par exemple, est-ce que vous avez des. Vous lisez pas mal d'ouvrages pour le prochain spectacle, j'imagine, mais. Oui, puis on est assez en immersion Ouais. quand on fait une adaptation parce qu'effectivement on lit beaucoup, comme on disait tout à l'heure, et on lit, on essaie de comprendre comment l'auteur a écrit cette œuvre, pourquoi, dans quel contexte. On essaie de l'ouvrir au maximum. Donc on lit énormément de choses qui a trait à ça. Donc après les sources, effectivement, il y a
beaucoup de choses. Ça peut être autant du cinéma que des séries, que des romans, que du théâtre, et des styles assez différents. Après, moi, personnellement, j'aime tout et rien à la fois. C'est-à-dire que, oui, je suis influencé autant par des cinéastes avant-gardistes, très pointus et tout, et en même temps par un dernier Marvel qui vient de sortir. Le spectre est aussi large que ça, quoi. Le spectre est très, très, très large. Après, il y a des choses que j'aime pas du tout. Mais voilà, j'ai du mal à rester à un endroit et à m'y tenir. J'aime bien aller picorer partout. D'accord. Et en sachant que j'ai une base, effectivement, sur un auteur sur qui on va travailler ou une pièce qu'on va adapter, eh bien, je vais partir de là et tout d'un coup, mon esprit va aller un peu partout chercher ce qui fait sens, ce qui fait sensation, ce qui fait lien d'un coup avec des choses qui sont assez différentes. Oui. D'accord. Donc, ça dépend vraiment, vraiment de chaque spectacle. Moi, Ouais, mais c'est ça. Il n'y a pas de. Chaque spectacle, chaque texte, chaque dramaturgie, chaque auteur, autrice va nous obliger à plonger dans son propre univers et on va infuser. Ouais, c'est vraiment en fait que vous êtes en création, et parce que vous êtes un peu tout le temps en création, une fois que le spectacle est parti, vous pensez déjà au prochain, donc, mais vous êtes vraiment plongé comme ça, tête baissée dans l'univers, quoi. Ouais. Ouais. Et rentrer dans son univers, alors pour moi, c'est aussi tout d'un coup aller, par exemple là sur Frankenstein, c'est aller comprendre la société anglaise en 1816 pour comprendre qui est Mary Shelley. Donc aller faire de la civilisation hyper précisément, j'adore les trucs politiques, machin, historiques. Puis après aussi faire l'histoire du climat. Ou un livre que j'ai lu là, d'un climatologue sur le Tambora, qui est un volcan qui a une éruption en 1815 et qui a influencé pendant 4-5 ans, où il y a eu effectivement, on appelait l'année sans été, c'était l'année 1816. Et en fait, c'est une éruption qui était tellement importante, qui a fait au niveau de la puissance 10 fois Hiroshima, qui énormément de matières volcaniques sont allées dans la stratosphère. Ah oui. Et il y a un nuage noir, effectivement, qui est resté, qui a plané sur tout l'hémisphère nord pendant 4-5 ans. 4-5 C'est une des ans. 5 plus grosses crises climatiques dont personne n'a entendu parler, enfin très peu de gens, et qui a bouleversé complètement la structure mondiale d'un point de vue politique, d'un point de vue culturel. Et c'est impressionnant. Il y a des millions de réfugiés climatiques, des famines, révoltes paysannes. Il y a eu une épidémie de choléra de l'Inde et qui est revenue en Europe occidentale. Enfin, c'est un événement qui a... Voilà, et je vais lire là-dessus et on va se rendre compte parce que Mary Shelley a écrit ça en 1816, au moment de l'année sans été, enfermée dans une villa près à Genève, et elle s'est inspirée de une espèce d'apocalypse il y avait une espèce de météo où il neigeait de la neige rouge en plein mois d'août, par exemple. Ah oui. Oui. Voilà. Et tous les ciels de Turner qu'on connaît, le peintre, c'est de cette époque-là. Quand on voit les gros ciels rouges et tout, c'est 1816, 17, 18, 19. Et ça, voilà. Et la même nuit où elle a écrit Frankenstein, est né un autre mythe, puisqu'a été écrit Le Vampire, qui a donné Dracula plus tard. Donc voilà, ce qui nous a intéressé, c'est de voir que ça a été créé dans une atmosphère particulière, où les gens avaient une impression de fin du monde, d'apocalypse. C'était tout noir, quoi. Une espèce d'effondrement de tout. Les ténèbres, Et donc voilà, ça va, de lire ça, de se renseigner là-dessus, va nous donner des pistes sur, tiens, comment on va mettre ce texte-là au plateau. Et quelle sensation on veut donner. On veut rendre cette sensation d'effondrement, d'apocalypse. Et dans le cas de Frankenstein, qui est un auteur classique, Mary Shelley, c'est un auteur classique. 1816, on peut dire que c'est passé dans le classique, quoi, dans le domaine public. Puis bon, il y a eu 2 milliards d'adaptations. Ouais. Et en fait, aussi, on va lire sur les dernières études qui ont été faites sur Shelley, tout ce qui est du gender studies, toutes les lectures féministes, post-féministes,
et qui disent beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'il y a 2 versions du roman. Une première version qui a été où la femme avait plus de place. On se rend compte que Frankenstein, c'est une œuvre qui a effacé son autrice. On pense que Frankenstein, c'est souvent la créature, alors que c'est le docteur Frankenstein, le créateur. Et on ne sait même pas, quand on n'a pas lu le roman, que la créature parle à l'intérieur du roman. Et on se demande de savoir qui parle. Et on se rend compte que Mary Shelley, qui est une femme de ce temps-là, qui elle est très chanceuse parce qu'elle a eu une éducation, elle a eu une mère féministe, qu'elle a pu se positionner, et une des rares femmes à avoir des droits. Et donc du coup, on se rend compte que la créature, c'est aussi une façon de parler des relégués en général, mais aussi de la position de la femme et des relégués de ce qui a créé la bête, le capitalisme, Ouais. etc. Donc tu vois, D'aller faire des liens comme ça pour Voilà. le rendre actuel. Ouais. Et puis sur les sources d'inspiration, moi j'ai un truc aussi qui est très personnel, c'est la nature, le réel. Je m'inspire du monde. Je regarde les gens à une terrasse. Tout d'un coup, il y a une lumière spéciale dans la ville. Il y a un bruit. Enfin, ce sont des choses qui, comme très souvent dans la vie, c'est des choses que je retiens et que je ressors et que j'imprime dans une mémoire affective. Et je vais fouiller là-dedans. Et puis c'est l'aller-retour avec le réel et l'œuvre qu'on travaille, où tout d'un coup, parce qu'on a plongé dans l'œuvre, en étant dans le réel et en effectivement regardant un arbre ou quelque chose dans la rue, tout d'un coup, il y a un truc qui va s'ouvrir, qui va faire sens. Ah ouais, Tu ouais, refais ça. un lien. Ah, on va le mettre là, oui, évidemment. Mm. Évidemment, ça fait lien, ça fait sens à cet endroit-là. Donc c'est une espèce de longue infusion Ouais. de tout ça. Ouais. Et des allers-retours entre le réel et la fiction. Mm. Ouais, ça rejoint un peu. Enfin, moi, je m'intéresse beaucoup à. J'adore justement écouter les personnes créatives. Comment. Et en fait, j'ai lu comme un article et quelqu'un disait que la créativité, finalement, c'était juste associer des choses qui normalement ne devraient pas être associées. En fait, et en fait, en lisant ça, je me dis, ah, bah, en fait, ça rend la chose un peu moins sacralisée. C'est ouais, de faire des associations comme ça avec des et ça fait sens avec ce que vous dites. C'est vraiment, vous prenez plein de choses, ça, c'est là comme ça, en suspension, et puis parfois vous les attrapez, puis vous dites tiens, il y a ça qui pourrait se relier à ça, et en fait c'est relié des images, c'est relié des sensations, parce que des fois on a l'impression de ne pas être créatif, on a l'impression de ne pas avoir d'idées, et finalement il suffit juste de relier des choses, et d'un coup c'est ça qui fait une création, qui fait que ça existe, quoi. Mais d'ailleurs, Marie Shelley, là-dessus, elle est assez intéressante. Ouais. Enfin, Oui, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'elle parle aussi de l'endroit d'infusion des choses, que non, il ne faut pas monter sur une montagne et attendre que tout d'un coup, Ouais. L'inspiration. les muses, non, c'est quelque chose du réel et en même temps de la fiction, tout ça se mélange, ça infuse et surtout ça jaillit. Ouais, c'est ça. Ouais. Malgré nous. C'est ça aussi, il faut donner les conditions pour que la création, ça puisse sortir, mais ça jaillit. Effectivement, je sais que nous, on a tout d'un coup, en plein milieu de la journée, à n'importe quel endroit improbable, tout d'un coup, une idée qui débarque parce que tout d'un coup, ça fait sens. Et tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, ton cerveau a fait la connexion entre deux choses qui étaient rangées dans ton cerveau à des endroits différents, et tout d'un coup, ça a connecté. Ouais. Il y a un truc comme ça qui te dépasse et qui fait que ça jaillit. Parce que moi, personnellement, plus je me mets à cet endroit où il faut que je crée, il faut que sortir quelque chose de construit, d'intelligent et tout ça, plus tu te retrouves devant une page blanche et que tu sais pas quoi faire avec ça. Mais je pense que ça vient aussi parce que, justement, ça vient, c'est exactement ce que tu disais, c'est pas aller sur la montagne et attendre que ça arrive. Je pense que finalement l'idée elle viendrait surtout dans le chemin pour monter aller jusqu'à la montagne ou la redescente, mais c'est de se mettre quand même dans une dynamique de ça y est, je lance un projet, j'y vais, je sais pas où, je sais pas comment, mais j'y vais, quoi. En fait, c'est déjà juste de commencer c'est une question de dynamique aussi, de rentrer en création. Donc du coup on a un peu, c'est comme quand je fais de la photo, qu'est-ce que je vais prendre en photo?
je sais pas, mais juste de sortir dans la rue et de dire ah bah maintenant je vais faire des photos. Ok. Et du coup, rien que déjà d'avoir un appareil photo et de se dire je sors, je vais faire des photos, bam, tu regardes le monde différemment. Tu t'arrêtes sur des détails que tu n'aurais pas vu si juste tu allais acheter ta baguette de pain, mais te dire bah maintenant je vais regarder le monde différemment parce que je veux faire des photos. Et c'est comme voilà, je vais écrire un roman, bon ben je vais m'inspirer, je vais peut-être plus écouter la conversation qui est à côté de moi justement au café. Et je pense que ça part aussi de ça, c'est vraiment d'une dynamique qui fait que tu es alerte, enfin, tu t'écoutes un peu, tu es vachement plus sensible, vachement plus ouvert à tout ce qui est autour de toi. Quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, carrément. Ouais. Moi, je suis. Il y a ça, et puis il y a après, quand tu sors et que tu vas marcher et que tout d'un coup tu fais une association comme ça, c'est possible que parce que tu t'es mis en, comme tu le dis, là, toi, c'est l'appareil photo. Mais nous, par exemple, là, sur un projet de théâtre, c'est tout d'un coup, on a beaucoup lu, on a beaucoup travaillé. Et c'est une fois qu'on a pu travailler, qu'on a bien chargé la mule ou rempli le chaudron ou fait infuser, enfin, toutes les métaphores sont faisables, que tu laisses mariner, que tu laisses infuser et que tout d'un coup, ça jaillit. Mais si t'as pas taffé avant, non, c'est pas possible. Tu peux avoir de bonnes idées, mais qui sont plus attendues. Parce qu'après, c'est ça aussi la créativité. C'est la créativité. La créativité, c'est encore autre chose, mais on en parlera. Mais justement, la dyslexie, c'est ça aussi. C'est que tout d'un coup, tu fais des trucs comme ça. Mais la créativité, c'est aussi se dire tiens, l'idée qui jaillit, elle a jailli, très bien, mais par rapport à ce qui a été fait, en quoi est-ce après c'est des itérations. Parce que en fait, le jaillissement, il est intéressant, mais si on pense que le jaillissement que la créativité, n'est que le jaillissement, c'est là où on se met dans un truc de sacralisation. Parce que si t'arrêtes de jaillir, enfin, tu vois, t'es foutu, enfin, t'es mort, quoi. Alors que si tu dis bon, ok, ça a jailli, bon, maintenant, je le passe au crible de la critique. Je vois. Alors il y a énormément de choses qui jaillissent et qu'il faut mettre à la poubelle. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on est deux. On est deux. Et que du coup, à dire des conneries. Une connerie qui jaillit, l'autre peut dire c'est quand même une grosse connerie. Voilà. Mais c'est une grosse poubelle. Mais des fois, c'est la bonne connerie. Des fois, la connerie, en fait, la finalité est nulle, mais le chemin pour arriver à cette connerie était très juste et très bon. Voilà. Et souvent, on retient ce chemin-là, c'est ça. Et on le décale et on la ramène à quelque chose d'un peu moins con. D'accord, ça. Voilà. Parce que il y a vraiment une dynamique de création entre Jérémy et moi-même. Et moi-même. Et oui, tout à fait. Voilà. Qui est Jérémy va peut-être avoir une pensée qui est en arbre, qui va envisager l'ensemble des solutions de façon hyper rapide, et me semble-t-il. C'est vrai. Alors que moi, je vais arriver à un point de façon très rapide aussi, mais sans en voir vraiment les chemins. Bing. Mais on se dit, mais pourquoi t'es là? Mais oui, mais je sais pas, mais regarde, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Et après, du coup, il faut juste, moi, je rebrousse. Ouais. Et c'est pour voir le chemin, et tout d'un coup, on voit, ah, mais tiens, il y a une intersection des chemins. Donc, c'est ni le tien ni le mien, mais c'est peut-être l'intersection ou le rapport entre les deux chemins, ou l'espace, c'est là où ça devient abstrait, ou l'espace vide qui est autour du chemin. Enfin, tu vois, il faut savoir rien du tout, c'est nul. On change de chemin. Voilà, c'est nul, poubelle. Ok. Voilà. Non, moi, c'est bien. En fait, j'avais pas vraiment de questions, vous avez remarqué, mais c'était une discussion, mais j'avais quand même prévu 2 questions. Et la première sur la définition de la magie. Et la deuxième, parce que c'est quelque chose qui, moi, qui me parle et qui me questionne beaucoup, c'est votre rapport au digital. Parce que voilà, le digital, vous savez que... Oui, j'ai les bras qui se tendent. Oui, je crois que Florian veut parler. Alors, mon rapport au digital. Le digital, ça peut être votre manière de créer. Est-ce que vous êtes plutôt sur du papier, vous êtes écran, vous êtes tablette, machin, mais c'est aussi comment vous intégrez. Est-ce que la technologie vous aide, vous inspire? Est-ce qu'elle fait partie? Comment vous gérez même ça dans vos vies? Parce que c'est aussi des thèmes de création, de recherche, et puis voilà, ça m'angoisse, ça m'attire, j'aime ça. Je voulais avoir votre ressenti là-dessus parce que on est tous entourés de digital dans nos vies.
Je suis pas geek. Je suis pas geek, mais je suis pas dupe. Je suis deep. Deep et slick. On a eu plein de nouveaux mots. ouais. Ouais. Mais en fait, on vit tous dans l'image. On a changé de temps, on a changé de façon, les formats ont changé. L'écran est arrivé. Donc, c'est une matière qu'on intègre au théâtre. Alors, on intègre et on l'intègre pour qu'elle puisse raconter quelque chose. Le but du jeu, c'est qu'elle ait un sens ou qu'elle soit active sur le plateau. Et le meilleur exemple, c'est Rilke avec l'utilisation de la Kinect pour faire l'espace, tu vois, comment t'es perméable à un espace, ou l'autre, l'exemple qui est encore plus clair, qui est Fahrenheit 451, qu'on a monté et qu'on va reprendre là en mars, aux Ulysses, le 6 mars à 20h30, mais c'est complet. Où là, on traite de la technologie et on met ce bouquin qui parle des livres et de pompiers qui brûlent des livres. Qui a été écrit dans les années 50, nous on le transpose dans notre société où il y a, pas comme dans les années 50, il y avait un écran, là dans notre société où il y a 1000 écrans. Ouais. Donc on interroge notre rapport à l'écran, notre rapport au livre, à l'altérité, etc. Donc après, au niveau de la technique, on aime bien ça, on aime beaucoup ça. J'ai remis une grande culture musicale et cinématographique. Enfin, Oui, après, moi, je te rejoins là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment de servir du digital, mais pour y mettre du sens et pour créer. Que ça soit dans les spectacles, que ça soit dans la préparation et dans l'adaptation. C'est-à-dire qu'autant on peut avoir un livre et lire des livres, en même temps prendre des notes dessus, prendre des notes à côté, et en même temps, il y a quand même des outils quand même bien pratiques pour pouvoir après écrire et pour avoir sur son bureau d'ordinateur plusieurs fenêtres ouvertes avec en même temps autant les 3-4 versions qui existent du roman en VF, en VO, plus des images d'une adaptation cinématographique ou théâtrale, plus... Voilà, tout ça permet aussi de... Voilà, il y a quelques outils qui permettent d'écrire et de bien écrire. Voilà, moi, c'est à cet endroit-là où ça va permettre tout ce qu'il y a finalement digital va me permettre de... Faut pas que ça bloque l'endroit de la création ni l'endroit du rêve en rendant ça trop froid ou trop... comme s'il y a quelque chose effectivement qui était moins sensible. Ouais. Parce que l'image peut retirer de la sensibilité. Vous écrivez sur du papier. Est-ce que vous avez besoin de passer en nez sur cette sensation de d'écrire, de faire, moi, de rayer au début. Ouais. Au début, un tout petit peu pour prendre des notes. Après, on passe vraiment sur l'ordinateur pour écrire, pour adapter, pour condenser. Et après, on revient au papier. Et là, on a besoin, au bout d'un moment, on a du mal à sentir le spectacle quand il est sur l'écran, le texte. Donc du coup, après, il est tiré. Après, il passe au plateau avec les comédiens. Donc on a un papier. Et là, du moment qu'il est né et qu'on l'a mis sur un plateau, sur une page, il reste à l'endroit de la page. Il reste au plateau et à la page, et on revient juste sur l'ordinateur pour faire les corrections, mais qu'on aura noté. Donc toutes les réadaptations, les corrections, au bout d'un moment, dès que le comédien a lu la première phrase du tout début de la pièce, il n'y a plus d'outils numériques. D'accord. Mais c'est des allers-retours comme ça entre les deux, sans se faire bouffer complètement parce qu'on peut se faire très vite bouffer par l'image, par le digital et tout, et en même temps en essayant mais c'est exactement ce qu'on fait nous dans les spectacles, c'est que ça amène du sens, de la poésie, et que ça décuple la créativité. Même si on se fait bouffer régulièrement tous. On essaye. Par la technique. Mais oui.
Bon, bah, ça me paraît très bien tout ça. Peut-être une dernière question, parce que je voulais savoir un peu ce que les projets futurs. Donc, je sais que vous travaillez sur Frankenstein, mais où est-ce que vous voyez la compagnie? Comment vous avez envie de la faire évoluer? Si on ouvre justement sur l'imaginaire, mais sur l'imaginaire, votre imaginaire de compagnie, où est-ce que vous la oui. voyez? Oui, il y a des chantiers qui sont en cours. Pas forcément spectacle, mais carrément. Enfin, Ouais. Plus la vie de la compagnie, la vie de la compagnie. qu'est-ce qui peut se après. passer après? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, Qu'est-ce qui va se passer? de quoi vous avez Qu'est-ce- envie? On a envie de continuer. C'est vrai que tu me demandes de ne pas parler de spectacle, mais Ouais. il y a des spectacles. En fait, là, il y a un spectacle qui se fait, mais il y a Mm. encore 2 spectacles trois spectacles qui arrivent et qui vont mêler. Ils n'arrêtent jamais. Voilà, il y a des romans complètement dingues. Il y a un spectacle qui pourrait faire 6 heures. Il y en a un qui peut faire 1 heure. 6 heures avec 20 personnages. Ça, c'est l'autre. Mais il fera plutôt 10 heures avec, avec 20 personnages ou celui-là, ouais. 10 heures. Ouais. Voilà. 10 heures avec Celui-là, donc, alors Mais vous ne voyez pas, Il faudra adapter. Voilà. Il montre quelque chose. Un ouais. énorme, un énorme bouquin énorme de plus de 1000 pages. de plus de Ah 1000 oui. pages, 30 pages. ouais, sur l'adolescence, qui s'appelle La maison dans laquelle on a eu les droits, on est en contact avec l'auteur et on est en train. Et alors là, c'est une espèce de grande fresque complètement dingue, où justement on a envie un peu d'éclater les formats. Soit être dans quelque chose de très petit, qui pourrait être aussi un jeune public sur lequel on n'a pas pu travailler pour des conneries de droit, mais où là on développerait les rapports entre le théâtre et le cinéma d'animation. Donc ça serait vraiment un projet de film et de théâtre, ce serait un monologue sur l'histoire d'un enfant qui convoque un arbre magique pour faire face à la maladie de sa mère, Ouais. un enfant de 12 ans. Soit ce spectacle fleuve d'une œuvre russe sur l'adolescence, avec des ados, des images, enfin le truc de lyrique, épique, dingue, Ouais. trash, punk, ado, caca, tout ce que tu veux, quoi. Ça vous va bien, ça? Le truc, quoi. Ouais. Et un autre aussi, qui est aussi une fresque complètement... pas 10 heures, celle-là, Non, plutôt 5-6 heures. plutôt 5-6 heures. Voilà, donc l'idée, c'est... Oui, de multiplier les formats, d'arriver à des choses, peut-être travailler effectivement, comme on a beaucoup, on a créé des spectacles, à part le Rilke, et encore, il y a de la vidéo, il y a beaucoup de choses, donc ça peut être assez lourd à créer, ça prend du temps. Essayer de voir aussi de créer sous des formats un peu plus peut-être rapides, Ouais. courts, et explorer des formats beaucoup plus longs. C'est de faire ça. Après, la compagnie, on a effectivement des envies aussi de... Après, c'est des questions purement économiques et financières, d'avoir un peu plus de moyens pour justement toutes ces formes-là, Mhm. continuer à explorer les différents théâtres, les différents courants aussi, et tout. Mais voilà, non, c'est après quoi, on verra surtout qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Après, on aimerait bien aussi peut-être plus tard aussi peut-être diriger un lieu et voilà, parce que je pense que ça, on aime bien avoir une maison dans laquelle créer et faire des choses aussi, plus que de créer et puis qu'après que l'objet soit un petit peu éparpillé partout, que de courir toujours de date en date, d'en tournée en tournée, de voir aussi peut-être voilà, de penser les choses différemment. Enfin, on est beaucoup en réflexion aussi en ce moment là-dessus sur comment avec voilà notre métier, notre milieu, comment il fonctionne, qui a ses règles, qui a effectivement le réseau, comment on peut arriver à faire des choses. Et après, il y a là où on en est nous et comment ça peut s'adapter, quoi. Ouais, moi, j'ai aussi un amour de la route, quoi. Alors évidemment, une maison pour poser ses bagages et trouver une fabrique. Oui, et puis après partir, mais Voilà. trouver un endroit pour se poser, pour Ouais. pouvoir... Voilà, trouver une fabrique. Quelle fabrique, quel type de fabrique que ça puisse être. Peut-être en inventer. L'idée aussi, c'est de voir. Il y a l'existant. On sait tous dans le métier que bon, c'est pas que il y aurait peut-être des choses nouvelles à faire, des façons nouvelles de se poser, de fabriquer, etc.
Donc aussi être toujours dans le rêve sur les modalités de la création, sur l'efficacité économique, sur tout ça. Mais de se brancher avec d'autres gens pour y réfléchir, pour être plus sur des choses de mutualisation. Enfin, c'est de l'ingénierie économique, etc. Mais aussi, il y a, pour aller dans nos régions respectives, à Nancy, ou pour Jérémy, ou à La Réunion, pour moi, aller bosser, travailler avec des territoires du cœur. Comme toi, tu pourrais aller travailler de là où tu viens. Mais oui. Je sais pas d'où tu viens déjà. De Franche-Comté. Franche-Comté, tu vois. Mais oui. D'aller sur les pays. Tu vois, quand je te parlais des sources d'inspiration du réel, moi, je sais que quand j'arrive à l'île de la Réunion, qui est mon lieu de naissance et où j'ai grandi jusqu'à 17 ans, je relis les spectacles que j'ai faits ici et je me dis, mais c'est évident. Ah oui. En fait, c'est complètement connecté à la réalité de là d'où je viens. Donc, ouvrir des portes, rencontrer des gens, aussi dans ce type d'aventure, quoi. S'il y a un avenir aussi de la compagnie, c'est de continuer. Ouais, c'est Déjà, ça. parce que déjà déjà de continuer, continuer, c'est beaucoup. Et de continuer déjà avec la même passion, avec la même envie, et la même façon aussi de travailler, de concevoir tout ce dont on a parlé, de notre manière de travailler, d'infusion, de rapport avec l'équipe artistique, complète, technique, comédien, tout ça. La façon de travailler, de continuer à la garder en fait. Parce qu'on peut être très vite... parce qu'il y a une accélération, parce qu'il y a plusieurs spectacles qui se montent, parce que plein de raisons, on peut être tenté à accélérer une manière de faire ou aller vers une efficacité. Et voilà, non, j'espère qu'on arrivera à continuer à cet endroit-là. Et ben, je vous le souhaite. Hein. Bah, Oui. On touche du bois et on fait du bruit sur la table. Voilà. Et ben, merci beaucoup. C'était chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé et c'était le premier épisode. Hein, donc, ouais, merci Romain. merci à vous. Merci. Et puis, c'était un chouette échange. J'espère que ça vous a plu. C'était un bon exercice aussi. Et puis que chez vous, dans vos oreilles, ça vous a plu aussi. Alors, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, le Studio de l'Imaginaire, mais également sur Facebook. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site du studio de l'imaginaire.com. La chaîne YouTube existe également. Bref, on peut se retrouver à peu près partout sur la toile. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des invités en tête, des personnes que vous aimeriez que je rencontre. Je suis ouvert à toute collaboration. Je vous dis donc à très bientôt. On a prévu de publier un podcast toutes les 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. C'est toujours agréable d'avoir des retours, savoir ce qu'on peut améliorer, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Vous êtes un studio qui est en pleine création, en pleine évolution. Alors on est en train de mettre en place des recettes et j'espère que ça vous plaît et que ça vous plaira encore plus. À bientôt. Merci.